La reconnaissance de soi et la valorisation des émotions. Maîtrise de soi. En la maîtrise de soi, on exerce sur soi-même la volonté de ne plus être manipulé par des forces sous-jacentes et adjacentes extérieures à nous-mêmes. Cela vaut aussi bien pour ce qui s'induit dans le subconscient et qui motive des réflexions qui ne nous appartiennent pas et nous font agir de manière instable. Ces flux sont induits par des courants obscurs et d'autres de lumière, qui est une lumière trompeuse. Ainsi, en acquérant la maîtrise de soi, on sait observer lorsque cela agit sur nous, et que l'on se rend compte que cette force qui nous pousse au dire ou à l'agir n'est pas nous, que cela ne nous ressemble pas et ne nous appartient pas, et qu'alors on peut contrecarrer ce courant déroutant et ne plus se laisser manipuler par lui. La maîtrise de soi est aussi liée aux émotions et aux manifestations de troubles que cela induit en nous. Lorsque nous sommes confrontés à nos émotions, de fortes déstabilisations s'opèrent en nous. Lorsqu'une émotion ravageuse se manifeste en nous, il faut savoir se poser et prendre du recul pour l'observer, elle et ses contours, et observer ce que cela induit en nous, apprécier son histoire et la nature des impulsions qui la font venir en nous, et les éléments moteurs qui en déclenchent la venue. Après l'avoir observée, il faut la vivre à 100%, quitte à pleurer et à se mettre au plus mal. Il faut aller la vivre au plus profond de nos entrailles, voir nos faiblesses qui s'y lient, voir les comportements de notre corps sous son énergie qui nous affaiblit. Cette énergie est ce qu'on appelle plus communément une basse vibration. Il est clairement établi que si nous n'allons pas la vivre au plus profond de nous, pour la reconnaître et l'accepter en nous, alors elle perdurera et causera toujours les mêmes méfaits dans notre corps. Émotionnel impassible. L'émotionnel impassible est la force de la maîtrise de soi sur les émotions. Se retrouver dans l'émotionnel impassible ne veut pas dire ne plus éprouver d'émotions ou les rejeter. Cela veut dire ne plus être soumis à leurs forces dégradantes et affaiblissantes, et ne plus les voir en soi comme des fatalités ou des choses incurables, mais comme des enseignements qui donnent la force de surmonter la vie et de se renforcer dans la confiance et dans le caractère de nous-mêmes face à nous-mêmes et face au reste du monde. C'est une sagesse et non une force dédaigneuse remplie de mépris. Être dans l'émotionnel impassible offre la possibilité de ne plus être soumis aux ravages de la vie et ne plus rentrer dans les courants de perturbations émotionnelles que l'entourage cherche à nous faire suivre, l'entourage ou le système matriciel qui organise cela. Il faut comprendre que plus on subit les troubles des émotions en nous, plus nous empêchons notre être subtil de pouvoir entrer en relation et en connexion avec les mondes de l'au-delà. L'au-delà n'est pas l'astral. L'astral est un monde de phénomènes et de spectres. C'est un monde qui manipule notre monde et qui, justement, utilise les outils de l'émotionnel pour garder les êtres enfermés dans cette matrice. Une émotion trouble agit aussi bien sur les chakras, les rendant instables et facilement manipulables, mais aussi sur l'aura, qui se fissure à chaque fois qu'une émotion ravageuse nous prend, et également sur les organes, qui reçoivent toute la pression de la chaîne de basse fréquence émanée par cette émotion, ce qui cause des maladies, des troubles organiques et des pressions artérielles à retardement. C'est par cet effet que certaines personnes se sentent mal tout à coup, sans savoir pourquoi, et qu'ensuite leurs pensées se tournent vers l'image d'une chose survenue, qui leur aura causé quelque tort par le passé, et qu'alors elles retournent dans les émotions troubles. C'est un cercle vicieux, et c'est nous qui alimentons cela, ce ne sont pas les personnes à l'extérieur. Nous mettons souvent la faute sur l'autre, les situations, mais en réalité c'est comme si nous alimentions nos propres troubles. C'est une sorte de masochisme. Nous savons pertinemment que nous pouvons en sortir par nous-mêmes, mais ce phénomène est devenu tellement habituel dans nos vies que l'on persiste à vivre cela en se plaçant continuellement en victime.
C'est si imprégné en nous qu'on ne se voit pas ne plus l'être. Accepter et comprendre que nous cultivons et nourrissons nous-mêmes nos émotions troubles est un premier pas, une première victoire pour cheminer vers la maîtrise de soi. Projection en l'autre. Quand on regarde une personne, pour faire une forme de comparaison dans l'instant, car c'est cela qui se manifeste en première mesure dans cette observation, alors on considère cette personne comme étant une chose extérieure à nous. Il n'en est rien, c'est une erreur d'appréciation, c'est l'ego, à travers l'individualisation, qui se voit comme étant extérieur à l'autre. Pour commencer, il faut stopper cette habitude de se mettre en comparaison. Lorsque l'on fait cela, on augmente la distance que l'automatisme de notre mental, outil de l'ego, avait déjà préconisé de nous faire ressentir et de nous faire croire dans cette vision de nous face à l'autre. Si notre conscience pouvait voyager de corps en corps, elle se rendrait compte, ou plus exactement, notre petit soi se rendrait compte que nous sommes tous pareils, avec les mêmes schémas de pensée, les mêmes actions, les mêmes appréciations erronées de la vie. En étant ainsi dans ces pensées erronées, on cultive la séparation, et plus nous sommes en séparation, plus nous accentuons le circuit de dégénérescence de la race humaine. L'autre souffre des mêmes faiblesses que nous. Si nous commençons à comprendre que c'est en faisant en sorte que l'autre puisse se guérir lui-même de ses troubles, qu'on invite tous les autres alors à le faire également, ainsi que nous-mêmes par répercussion, alors on comprend de suite l'utilité et l'importance de modifier nos comportements et de changer entièrement nos façons d'être et de communiquer avec les autres. Si je me dis que l'autre est moi, j'espérerai alors qu'il puisse arriver à l'autre ce que j'espérerais pour moi-même. Ainsi je suis en accord avec les phrases de sagesse de ce monde qui expriment cet adage. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ou alors, tournons cette phrase dans un sens plus régulier. Comporte-toi avec les autres comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi, et fais aux autres ce que tu espérerais qu'ils fassent pour toi. Acceptation de l'autre. Une fois qu'on intègre l'autre en soi, une partie de l'autre qui est en fin de compte ni plus ni moins qu'une partie de nous-mêmes, on comprend alors toute l'utilité et toute la philosophie de telles phrases. De plus, en faisant cela, on se rend réellement compte que l'on se réconcilie avec le monde du vivant. Dans ce schéma, on ne fait qu'allusion à l'hominidé, mais on se rendra vite compte que l'on peut associer cette pensée avec celle de la projection en l'animal, dans la plante et même dans tous les éléments que constitue la nature. Tout ceci devient très simple et tellement évident en fin de compte. Rien n'est séparé, tout communique avec tout. Toutes les énergies se mêlent les unes aux autres. Et toutes alors peuvent tout aussi bien s'entrechoquer. Le choc qui advient entre les énergies sont en relation avec les distorsions des émotions et des représentations dans l'individualité que chacun peut se faire de lui-même. C'est dans la comparaison de soi vis-à-vis de l'autre que naît la séparation, et qu'alors intervient la notion de conflit, qui invite alors le choc dans les énergies. Lorsque les corps sont en osmose les uns avec les autres, alors tous les effets de choc n'ont plus lieu d'être. Et alors, toutes les répercussions des chocs qui pouvaient naître à l'intérieur de nous ne peuvent plus prendre place, ou plus exactement, ne peuvent plus trouver résonance en nous. Il nous devient alors évident de comprendre que si nous ne participons plus à la séparation et à la dualité dans celle-ci, qu'alors en nous la paix reprendra logiquement sa place. Cela ne veut pas dire que tous les autres feront le même travail en eux. Certains ne pourront faire cela, car les chimères qui les animent sont trop puissantes pour eux, et cela les maintient dans des courants de pression ne leur permettant pas de sortir de ce cercle vicieux. Non-participation à l'autre. Se fondre dans l'autre afin de le considérer comme ce que nous sommes est important dans la recherche de la résolution des émotions. Mais il est convenable de ne pas se fondre dans la vie de l'autre.
Nous avons, chacun à notre niveau, la nécessité de nous développer et de nous engager sur la voie de la résilience, mais nous pouvons réaliser que ce chemin est individuel avant toute autre chose. Surtout, nous devons percevoir que nous ne pouvons pas faire pour les autres. Celui ou celle, en plus du fait qu'il ne soit pas forcément enclin à réaliser ou à choisir la voie de ce chemin qui est le nôtre, sont établis dans une vision propre qui est la leur. Dès lors, il n'est pas convenable de forcer la main. L'autre doit suivre sa propre voie, et ce n'est certainement pas à nous de choisir pour lui ou de l'obliger. Si on commence à forcer les choses sur autrui, alors on ne fait que créer un champ de distorsion qui entraînera forcément une rupture. Il nous est profitable et agréable de partager aux autres, partager ce qui, pour nous, furent des éléments nous portant à la révélation de conscience, les enseignements que nous avons reçus de l'extérieur, ou de ceux qui furent infiltrés en nous dans notre esprit, à travers l'intelligence universelle, en passant par le biais d'une conscience, d'une force au-delà de nous-mêmes, qui nous est liée et nous accompagne, que nous ne sommes pas en mesure d'entièrement comprendre. Et c'est ce phénomène qui advient en nous qui nous offre les impulsions nécessaires pour que l'on puisse avoir un point d'appui stable en vue de voir à travers les voiles et les façades illusoires. Et c'est en cela que l'autre pourra avoir sa propre perception des choses. Dès lors, nous sommes invités à partager ce que nous avons reçu, produit de la conceptualisation de notre vision, tout en appréciant que l'autre ne le concevra pas forcément de la même manière. De cela, même si l'autre commence à vivre ou vit actuellement des choses troublantes et contradictoires, il ne faut surtout pas essayer de l'accompagner ou de s'intégrer à sa vie. Bien au contraire, il faut comprendre cela, s'en éloigner et s'en détacher pour le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Ça ne nous appartient pas, ça lui appartient en propre. Valorisation de l'autre. Depuis de nombreuses générations, on a tendance à voir l'autre comme quelque chose de très éloigné de nous, quelque chose de totalement contraire. Alors, dans cette vision et ce conditionnement automatique, on exerce une forme de rejet sans forcément s'en rendre compte. Il est plus que profitable pour nous de voir l'autre comme s'il était nous, dans un autre espace corporel, un autre corps. En se mettant en l'autre, on conçoit qu'il n'est pas différent de nous. Il vit lui aussi ses douleurs et ses faiblesses, ses craintes et ses peurs. Si on se fond en l'autre, alors on est plus à même de comprendre ses actes et ses réactions. On se rend compte que si nous avions à vivre ce que l'autre est en train de vivre, ou de ce qu'il aura pu vivre par le passé, que si c'est nous qui avions dû vivre cela dans nos vies, que cela aurait été soit insupportable, soit impossible, ou que nous aurions pu vivre ce qui appartient à l'autre avec une certaine forme d'aisance. Dans ce procédé, on peut déjà commencer à percevoir une partie de ce que peut ressentir l'autre, dans les schémas de sa vie et dans les troubles qui peuvent s'y manifester. Mais ce que nous pouvons ressentir en cela ne veut pas dire que c'est l'exactitude de ce que pourrait ressentir l'autre en lui. En effet, nous sommes tous identiques, mais bien différents à la fois. Et cette diversité fait qu'on ne peut pas savoir comment l'autre reçoit et ressent les choses. Mais le commencement de cette projection de nous en l'autre nous éveille déjà au phénomène de l'empathie, ou l'améliore et le fait mûrir chez ceux dont cette capacité s'était déjà révélée. Dans cette approche, on comprend très facilement que nous sommes invités à considérer l'autre et de ne plus le voir comme séparé de nous, mais comme notre prolongement qui expérimente la vie à sa manière, avec ses caractéristiques propres dans ce qui est sa morale, l'état de sa corde sensible et la capacité qu'il peut avoir à surmonter les choses avec sa propre force, ou de se sentir obligé d'appeler à l'aide. Détachement de l'autre. Rien ne nous appartient. Ce qui sort de nous ne nous appartient pas,
mais on se doit de le partager. De la même manière, toute forme en extérieur à nous-mêmes déjà ne nous appartient pas, que ce soit les objets ou les personnes, mais en plus de ça, la valeur que l'on met dans la relation, qui dépose un point d'attache dans celle-ci, cela ne nous appartient pas plus que le reste. Dans la relation, il y a toujours cette valeur qui prend place dès le départ. Et même, dans la majorité des cas, elle se met en alliance entre les êtres bien avant que la relation débute, parce que l'un des deux, ou plusieurs, aura commencé à choisir de se mettre en relation avec une personne ou plusieurs, et aura alors instauré dans les liens d'attachement cette forme contraignante qui se développe dans les énergies et qui crée cette forme de pression dans le corps, comme une forme de magnétisme instable et déstabilisant. Tout ce mécanisme se relie, bien évidemment, directement avec le flux des émotions en nous. Et c'est ce mécanisme alors qui engendre la perturbation en l'être lorsque de possibles séparations peuvent advenir, ou que la personne, considérée comme possédée, s'en va pour aller dans une autre relation, même si celle-ci ne pouvait en rien écorcher la première. De ce phénomène naissent les jalousies, les rejets, les comparaisons de valeurs et bien d'autres circuits de déroute qui poussent l'émotionnel à mal et créent, en règle générale, le conflit et entraînent la destruction. Ainsi, on peut tout à fait comprendre que, dans cette approche de clarifier l'émotionnel en nous, nous ne pouvons plus alimenter ces structures instables en nous. Avec évidence, si on chemine, ou que l'on veut réellement cheminer dans cette direction, et enfin se libérer de ces troubles ravageurs en nous, il est évident que l'on doit alors faire une résilience prononcée sur tout cet ensemble toxique, élément de putréfaction en nous. Peu importe la forme de la relation que nous avons pu engager, avec les personnes que nous avons pu côtoyer dans nos vies, ou celles avec qui nous engageons une nouvelle relation, il est évident que nous devons faire preuve de détachement constant, tout en étant capables d'être dans la relation sur une forme régulière, dans une voie de liberté et de partage simple et transparent. Se détacher de l'autre alors est aussi bien primordial pour notre propre sauvegarde de ce que nous avons choisi de faire et d'être, mais également pour l'autre, car en cela on annihile les flux de prédation que nous conservions dans nos relations, vampirisant l'autre, mais de même, l'autre alors ne pourra plus trouver de faille en nous, espérant pouvoir nous absorber nos énergies dans cette même pratique. Tout ceci est une posture constante d'observation de nous et de l'autre, dans nos relations, pour se permettre de discerner les moments où ces jeux de possession se mettent en mouvement, en nous ou en l'autre. Observation de la modulation des émotions. Si en moi je peux reconnaître ce que je suis, ce qui m'anime, ce qui fait que je vis, la raison de mes émotions et leur résolution, alors je peux voir en l'autre ce qui s'anime en moi, car de l'autre j'apprends de moi. Si d'amertume je cultive une dissonance en moi, en l'autre je formule cette dissonance, et alors elle me reviendra avec fracas. Il ne me reste alors plus qu'à lisser ce qui me perturbe pour ne pas le faire refléter en dehors de moi sur autrui. L'observation de soi en l'autre est un enseignement prometteur pour ma conscience. Il faut savoir s'extérioriser de soi-même. Il faut comprendre que nos émotions et notre corps ne nous appartiennent pas. Que tout ce qui se manifeste dans ces deux corps, le corps émotionnel et le corps physique, vient juste pour perturber notre vie. Alors, si on se détache de nous-mêmes et de ce que l'on est, et que nous reconnaissons que le corps est quelque chose qui ne nous appartient pas, que ce n'est pas nous, et que nous sommes au-delà de cette forme, alors on le perçoit comme extérieur à nous. Cela se réfère à sortir entièrement notre conscience de notre corps et de se regarder comme si ce n'était pas nous,
que ce que nous observions serait quelqu'un d'entièrement extérieur à nous. Ainsi, tout ce qui arrive dans le corps de cette personne que l'on considère ne pas être nous, dans ces troubles, on se rend compte que cela ne nous appartient pas et ne nous touche pas. Et alors, lorsque l'on se dégage de cette torsion et de ces principes de perturbation qui arrivent à l'intérieur du corps au niveau des émotions, c'est alors que, petit à petit, on sent que cela est source futile et superficielle qui peut être facilement dépassée. Il y a une part d'acceptation en cela. On peut observer l'émotion qui vient comme une part de nous. C'est comme un petit clone de nous qui se détache de nous, ou nous qui nous détachons de lui. Il se présente à nous et il pleure, il craint, il gémit, qu'il ne se sent pas bien, qu'il est affaibli, qu'il se sent abandonné, qu'il se sent dérouté, et alors nous l'accueillons dans nos bras. On accueille alors une partie de nous-mêmes en lui donnant de l'amour, et nous pardonnons à cette entité de nous-mêmes qui nous cause des troubles. En lui exprimant qu'on accepte sa présence, on lui verbalise qu'on n'est plus soumis aux troubles de l'émotionnel que cette entité fait manifester à l'intérieur de nous. Cela ne veut pas dire qu'on ne ressent plus les perturbations que sa venue en nous fait manifester. Mais au contraire, on la ressent très bien, mais on se laisse aller. On lâche la tension dans le corps que l'on met généralement en relation avec cela, et on patiente tranquillement jusqu'à ce que ce trouble disparaisse de lui-même. Dans la considération des autres par rapport à soi-même, lorsque l'on commence à atteindre cette position stoïque à l'intérieur de nous, les autres éprouvent souvent un sentiment erroné vis-à-vis de notre position. Ils considèrent que nous ne sommes pas capables d'émotion, que nous avons un cœur de pierre, ou un cœur vide et froid, et qu'il est possible que nous ne soyons pas capables de faire preuve de compassion, alors qu'en fait, ce n'est pas ce qui est présent en nous. Ce qu'il se passe à ce niveau-là, c'est que nous avons systématiquement sur nos émotions un mécanisme qui calibre les choses pour faire en sorte que cela n'ait plus d'emprise sur nous, parce que nous avons accepté la résolution de ce qui a pu venir dans nos vies en relation avec l'émotion qui se manifeste sur l'instant. Ainsi, au lieu de mettre une forme de blocage, car lorsque nous avons une émotion vive, il y a une forme de blocage qui intervient avec elle, il y a une forme de mécontentement, et qu'alors si on accueille la chose avec joie, et qu'on accepte cette venue en nous, on dissout ce mécontentement et le trouble qui s'y adjoint. Tout se fait dans les énergies. Avec les émotions, il y a forcément une répercussion sur l'organisme, mais tout se produit avant tout dans les énergies. Tout se réfère aux énergies d'amour. Même le sentiment est indexé à cela, comme pour les émotions. C'est juste un substrat différent de l'énergie d'amour qui a été modifié. Un changement de couleur, la substance originelle s'est altérée pour donner naissance aux émotions et aux sentiments en nous. Lorsque l'on parle d'émotions ou de sentiments, tout est manifestation d'énergie dans notre corps, et tout vient forcément de cette énergie primordiale d'amour. Le fait de cette alchimisation de l'amour participe à toute cette œuvre, à tout ce travail qu'il est nécessaire de faire en nous, par rapport à notre amour qui fluctue dans l'environnement de notre corps, que ce soit un amour personnel ou impersonnel, au niveau des choses ou des personnes. Et même au niveau des gens les plus tordus qu'il peut y avoir dans le monde, l'amour qui se dégage de nous est aussi fait pour les atteindre, et cela nous permet également de faire un travail sur les émotions et les sentiments. Lorsque l'on arrive déjà à transmuter les sentiments et les émotions, on peut ensuite arriver à les transcender. Et après, on peut y mettre le feu. C'est le feu du cœur. Cela vient du cœur uniquement. Et c'est le cœur vraiment qui transcende et qui enflamme tout le reste. Ça enflamme les sentiments et les émotions et toutes les scories qui étaient avec.
Le détachement de soi est l'une des valeurs à prendre en compte pour exercer cela, suivi de l'acceptation, de la manifestation de la chose en soi, ceci s'accompagnant par l'observation de cette manifestation en soi, de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Il y a la profondeur, ce fait d'aller chercher au plus profond de soi, trouver dans les moindres recoins les traces de cette manifestation, de sentir la chose, mais tout en étant détaché. C'est comme lorsque l'on observe quelqu'un, et que l'on sait faire preuve d'empathie en observant la personne, et que l'on comprend, et que nous pouvons alors ressentir les troubles qu'elle a à l'intérieur d'elle, et voir ce qu'elle n'arrive pas à débloquer. Ce peut être des choses que nous avons déjà dépassées nous-mêmes, ou des choses que nous vivons encore également, ou des choses que jamais nous avons eu à vivre. Ainsi on devient son propre psychologue, à nous observer nous-mêmes, et ensuite on se lance dans ce travail avec les énergies qui nous traversent. Toujours ce principe des énergies, et cet amour, cette merveille, cette force qui contient la mère aimante et le père aimant qui s'intègrent dans cette transcendance en nous. C'est le feu cosmique, la fille et le fils ardent de feu, de flamme, qui brûle toutes les scories, qui brûle son corps, qui explose toutes les ornières qu'il peut y avoir autour de nous. Il y a une partie qui ne nous appartient pas dans cette transcendance. C'est que nous faisons un travail de fond dans la matière, et c'est une fois que nous avons organisé ce travail de fond, qu'alors déjà on invite cette énergie cosmique à venir accompagner ce travail, donc dans la transmutation, et que lorsque l'on arrive à un calibrage de cette œuvre, et qu'on a commencé à percevoir quand l'émotion revient systématiquement, en se basant toujours sur une seule et même émotion, et que petit à petit on se rend compte qu'elle fluctue au niveau des formes de troubles qu'elle exerce en nous, on finit par se rendre compte qu'elle commence à diminuer en puissance et en intensité. Et c'est alors que l'on sait que la transcendance n'est pas loin. Lorsque cette transcendance arrive, ce n'est pas nous qui exerçons cette transcendance, c'est le feu cosmique qui se débrouille tout seul en nous, à travers le feu du cœur. Nous n'avons strictement rien à faire à ce niveau-là. C'est alors nous qui faisons l'approche du travail pour inviter cette espèce d'osmose en nous, cette dégradation du trouble qui se manifeste. Lorsque la douleur devient trop intense, que l'émotion alors vient nous rattraper, cela alimente le point de rupture de l'équilibre intérieur. Et c'est à ce moment précis qu'il faut s'extérioriser de soi-même en considérant que cela n'a aucune importance et que nous acceptons la douleur qui prend forme en nous. Nous pouvons assimiler cela à la pratique du chaman ou du fakir qui se met en situation de douleur et qui anticipe la douleur tout autant qu'il la maintient à l'intérieur de lui. C'est une manière de se renforcer, mais également une manière de faire le travail sur soi. En travaillant sur cette douleur qui s'en vient, nous devenons aptes à pouvoir travailler sur les autres douleurs. C'est un cap à passer. Ceci se réfère au même principe que ce qu'exercent les personnes qui suivent des disciplines d'arts martiaux, que ce soit le kung-fu, le shaolin, la boxe style, le taekwondo ou d'autres pratiques de ce genre. Les enseignements poussent le pratiquant à forger le corps pour qu'il soit beaucoup plus résistant, en l'adaptant également à acquérir une certaine souplesse. Dans la philosophie générale de ces disciplines, profondes et mystiques, on pousse les combattants déjà à fortifier leur corps, mais aussi à fortifier leur mental, et en fortifiant leur mental, ils fortifient leurs émotions. Ainsi, ils ne sont plus tributaires d'une dispersion des émotions lorsqu'arrive un choc. Ce qui est à réaliser au niveau des émotions, c'est un travail identique. L'émotionnel s'apparente à la venue vers nous d'une personne dans la rue, qui s'engagerait dans notre direction pour nous agresser. Comment allons-nous réagir par rapport à cette venue? Est-ce que nous partirons dans la rage, dans une forme insultante qui invite le conflit? Ou est-ce que nous allons accepter la circonstance et ne pas réagir, restant stoïque par rapport à la situation? En ne renvoyant pas une force contraire, nous n'alimentons pas de possibles sources conflictuelles. Il y a une action reçue et, n'y répondant pas, il ne peut y avoir d'effet d'aller-retour.
étant donné que l'aller ne trouve pas de réponse par un retour. Ainsi, moins on ne répond, moins le phénomène en face de nous prend de l'ampleur, et il aura même plutôt tendance à se diminuer. Ce qui nous montre que ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, c'est le même type de situation que les conflits que nous pouvons avoir en extérieur. Lorsqu'une personne vient nous agresser, de quelle manière réagit-on? Est-ce qu'on répond sur la même force agressive ou est-ce qu'on laisse aller? Et pour les émotions alors, comment nous réagissons? Ce sont les mêmes effets. Lorsque la douleur vient nous tordre de l'intérieur par le biais des émotions fortes, si nous laissons aller entièrement notre corps sans donner aucune pression, sans se dire des choses qui nous gardent dans ce flux de perturbation, alors on peut s'en alléger. Que si nous disons des choses telles que « Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Mais où? Mais comment? Mais à cause de qui? Mais à cause de quoi ?» Du coup, on ne s'en sort jamais avec ces questionnements qui n'ont pas de sens réel. Si nous nous détachons de notre corps et que nous ne répondons pas à cette manifestation, alors on commence à alléger la tension que cela vient animer. Il n'y a pas de réponse à chercher sur nos questionnements du pourquoi. Il suffit de laisser aller et on passe à autre chose. Dès que nous émettons des blocages, la chose persiste et trouve résistance en nous. Mais surtout, elle revient en permanence et peut devenir de plus en plus insoutenable et incontrôlable. Et c'est en cela qu'on se rend compte que c'est la même chose pour les agressions extérieures. C'est nous qui leur donnons une importance et une permanence en nous et autour de nous. Pour la personne qui nous agresse, si nous lui répondons, cela la satisfait. Et elle continue alors à alimenter cette agression. C'est une complaisance pour elle de voir que l'on répond à son agression. Elle sait alors que ça nous déstabilise et diminue notre équilibre global. Certes, il peut y avoir des cas spéciaux, mais en règle générale, si on ne répond pas, le phénomène s'éteint de lui-même. Il y a abandon. Il n'y a aucune réponse, donc ce n'est plus utile d'essayer de titiller l'autre. Plus nous répondons toujours aux agressions, plus elles trouvent une utilité à rester présentes dans notre sphère de vie. Il y a une persistance constante, et certaines fois une évolution jusqu'au point de rupture. Le point de rupture est une crise ou des rixes, ou encore des cas de perte totale de contrôle. Nous sommes obligés de traiter les émotions au cas par cas. On ne peut pas se dire que l'on pourra en traiter plusieurs en même temps. Il faut réellement en choisir une qui nous semble être la plus contraignante et mettre beaucoup d'attention dans notre volonté à la faire stabiliser en nous. L'idéal est d'être en situation. Lorsqu'arrive l'émotion que l'on a choisie, alors nous devons mettre toute notre attention dessus avec cette intention de la clarifier. Dans cette même optique, il est important de faire la différence entre les sentiments et les émotions, car ce sont deux choses bien différentes. Le sentiment est quelque chose que l'on a enregistré à l'intérieur de soi. C'est ce qui fait naître par la suite le flux des émotions, dans le sens où, n'étant pas en situation émotionnelle, lorsqu'un sentiment se fait ressentir, tout de suite après arrivent des émotions qui sont liées à ce même sentiment. J'ai le sentiment qu'il va m'arriver quelque chose. J'ai le sentiment que je vais recevoir un choc. J'ai le sentiment que l'autre ne m'aime pas. Ce sont des choses que l'on valide en nous et qui s'imprègnent dans le mental au niveau intellectuel. Ceci est souvent lié au fait que nous avons reçu des informations provenant d'émotions qui nous ont traversées avant, ou d'informations reçues par télépathie, par une pensée analytique qui souvent ne nous appartient pas, ou encore par la bouche ou les mots de quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Les émotions, quant à elles, sont toujours furtives. Ce sont des choses qui arrivent comme un effet flash. Ce sont des choses inattendues. Il n'y a pas eu forcément le sentiment ou la réflexion de leur approche avant leur venue, quoiqu'elles puissent naître certaines fois du sentiment. Ce ne sont pas des choses qui sont permanentes, c'est de l'impermanence. Cela vient nous troubler de temps à autre, mais il y a des phases de la vie où elles n'existent pas, où on les zappe. Le sentiment, lui, est permanent. C'est l'intellectualisation d'un trouble déjà connu ou de la possible venue d'un autre trouble. Suivant comment se modulent les émotions en nous, cela altère les sentiments.
Cela modifie la perception que nous pouvons en avoir. Suivant ce que nous vivons à chaque instant, cela les renforce ou les diminue. Cette altération sera en décrescendo à partir du moment où nous engagerons ce travail de transmutation en nous, ce qui aura pour effet de lisser les émotions et de nous donner le sentiment qu'elles n'ont plus autant d'emprise sur nous. Ceci calmera et apaisera une certaine partie en nous. Lorsque l'on se trouve dans le sentiment d'une chose qui peut arriver, alors l'émotion s'invite avec ce sentiment. C'est une des phases dans lesquelles on peut se permettre de se placer en tant qu'observateur. C'est comme lorsqu'une émotion arrive de manière furtive. On sait que c'est à ce moment-là qu'il faut porter notre regard et notre attention dessus. C'est un exercice de style, un cas pratique, comme on le dit si bien dans les enseignements. Alors, dans ce cas pratique, il faut se mettre en condition totale, c'est-à-dire le dégagement de nous-mêmes, l'extériorisation, l'acceptation, le pardon, l'intégration, l'accueil, l'intégration dans le sens où cette émotion serait comme une personne à part entière, tout en étant une partie de nous, une personne que l'on différencie de nous-mêmes et qui se trouve à l'intérieur de nous. Nous l'écartons de nous, on s'écarte d'elle-même, puis on la prend dans nos bras et on l'accueille. Cela part du sentiment et cela se termine dans l'émotion. Ainsi, on canalise l'émotion en exerçant une transmutation sur elle, dans ce même mouvement pensé. Ainsi la peur, le rejet, le regret, l'amertume, beaucoup de choses qui forment ce circuit de tension que l'on doit calmer à l'intérieur de nous, se trouvent être diminuées au fur et à mesure que l'on exerce toutes ces résolutions de résilience. La résolution de tout ceci n'est pas bien compliquée à comprendre. Plus nous restons ankylosés dans les émotions troubles, plus nous sommes en faiblesse. Cette faiblesse se présente à nous sous de multiples facettes. Ce que l'on constate en premier se trouve au niveau du corps. Les tensions qui s'animent en nous provoquent aussi bien des troubles dans les parties nerveuses du corps que dans les troubles pouvant se manifester dans les organes. Souvent cela se range dans l'estomac et la partie supérieure du côlon, pour ensuite descendre au niveau des gonades, qui sont les testicules et les ovaires, tout en passant par les reins. Et l'autre région sur laquelle agissent les émotions instables se situe dans les parties fréquentielles dans le corps et au-delà. Les organes ont tous une fréquence qui leur est propre, et qui se dévalorise lorsque les émotions les touchent. De même, l'ensemble du corps subit cette perturbation généralisée. Cela a pour conséquence d'affaiblir aussi bien l'ensemble homéostatique du corps, mais également le champ aurique qui sert de préservation du corps. Le champ aurique est ce qui se réfère à l'aura, à l'énergie qui se trouve autour du corps. Tout ceci a pour conséquence de laisser place à des maux ou à des agressions extérieures. Les cancers ou d'autres maladies plus ou moins virulentes adviennent à cause de ces détériorations dans le corps. Ainsi, on peut comprendre la raison et l'utilité de calibrer nos émotions, tout autant que la nécessité de pouvoir atteindre une forme d'émotionnel impassible en nous. Comment détermine-t-on ce que peut représenter l'émotionnel impassible ? La nécessité que nous avons de nous placer dans la vie nous offre certaines difficultés dans la majorité du temps. Nos émotions sont des freins sur nos parcours, et nous nous retrouvons tous plus ou moins amoindris lorsque de forts troubles occasionnent des chutes de morale au quotidien. Nous aimerions pouvoir nous libérer volontiers des tensions que ces émotions font émerger en nous. Dans nos vies de tous les jours, nous avons la possibilité de pouvoir améliorer ces troubles, les réduire et les lisser, afin qu'ils ne soient plus impactants lorsqu'une émotion liée à la marque d'un souvenir récurrent remonte à la surface et viennent perturber notre état. L'émotionnel impassible est un cheminement psychologique permettant à l'être de pouvoir dépasser ces chocs, offrant la possibilité de ne plus être mis sous pression lorsque les émotions surviennent. Les marques des chocs de la vie, des situations accidentelles, des pertes ou des ruptures sont une tare pour la bien-portance de l'être. Et il semble impossible pour certaines personnes de penser pouvoir faire disparaître ces choses. Les faire disparaître est réellement impossible car, une fois qu'une telle chose est inscrite en nous, son souvenir et sa répercussion sont toujours plus ou moins importants et présents.
Si nous désirons améliorer la venue de telles choses, en faisant en sorte de plus en être impactés, ou d'en diminuer la portée en nous, nous pouvons le faire grâce à ce procédé qui nous invite à nous affirmer en nous-mêmes. C'est avant tout un travail de la personne sur elle-même. Pour évoluer dans ce schéma, la personne doit acquérir une certaine détermination afin d'espérer réellement réaliser cela en elle. En règle générale, une personne qui est à bout, qui ne peut plus supporter ses influences en elle, est prête à entamer cette forme de guérison. En effet, les maux et les douleurs de l'émotionnel en l'être se considèrent facilement comme des éléments maladifs. Donc, ils demandent une guérison certaine. Peu importe comment arrive une douleur dans le corps, l'aspect et la forme importent peu. Ce qui est le plus important est de pouvoir améliorer l'état homéostatique de la personne, son équilibre psychologique, émotionnel et organique. Car oui, à partir du moment où il y a un trouble physique, psychologique ou émotionnel, l'organisme tout entier, les organes, reçoivent des chocs qui amoindrissent leur qualité et capacité. C'est une répercussion logique dans tout le corps. L'estomac garde imprégnées au plus profond de lui les traces de ces intrications émotionnelles qui traversent le corps et, si cela n'est pas traité, ces traces organisent un affaiblissement général de ce qui environne cet espace dans le corps. Nous savons aujourd'hui que tout le corps est impacté par une faiblesse généralisée par l'intervention d'un événement douloureux. Et pour traiter cette faiblesse, l'être a besoin de se concentrer sur lui, sur les éléments qui causent ces tensions en lui, et l'empêchent de pouvoir vivre librement. Une fois que l'être atteint petit à petit l'émotionnel impassible, cela ne veut pas dire que les émotions ne le traversent plus, ou encore qu'il les bloque ou les rejette. Cela veut dire que sa réaction à leur venue n'est plus du tout aussi sèche, instinctive et violente. C'est alors que, petit à petit, l'être peut se permettre de pouvoir observer en lui où se situent ses troubles, leur lien avec l'ensemble de sa vie ou les héritages familiaux, et commence alors à clarifier une grande majorité de ce qui aura été engrammé dans les générations, dans les états de vie de la génération dans laquelle il se trouve, comme de ce qui lui incombe directement. Tout cet ensemble n'est qu'une succession d'événements qu'il sera à même de transmuter pour finalement les transcender. Et alors ce sera lui qui acquérera la maîtrise de soi, et il sera capable d'offrir à tous ceux qui l'entourent les outils qui lui ont servi à lui-même, suivant sa propre volonté, à se projeter dans la réalisation d'une telle aventure. Qu'est-ce que représente l'émotionnel impassible ? Ceci est une action qui se veut lisser les émotions lorsqu'elles surviennent. Comment faire ? Tout simplement, lorsqu'une perturbation émotionnelle vient s'immiscer dans l'instant vécu, elle agit sur nous et influe sur les parties nerveuses et sensibles. Dans cet instant, il faut observer ce que cela induit en nous et s'extérioriser de l'instant, ne donner aucune importance à cette manifestation et se mettre en observation de nous-mêmes et de ce qui se manifeste sur et en nous. Une fois que l'on a discerné tout ceci, on comprend le déroulement de ces choses et on assimile alors de quelle manière une situation vient influer sur nos parties sensibles de l'émotionnel qui nous est propre. À partir de là, on prend en considération qu'on ne doit plus laisser la réaction en chaîne prendre place en nous. On temporise, on libère, on adoucit, on ne donne plus aucune importance à ce qui se manifeste et on lâche les tensions qui s'invitent dans le corps. Tout ce processus se fait par étapes. Tout ce qui est cité en l'instant ne peut se faire ou se réaliser sur une seule venue de l'émotion qui advient. Il faut avoir la patience et la détermination de clarifier cela. Et de même, ceci ne s'exerce que sur une émotion à la fois. Il vaut mieux éviter d'essayer d'aller trop vite et de faire sur plusieurs à la fois, sinon le travail en soi sera bâclé. Une fois que l'on a atteint toutes ces étapes, à la suite de cela, dès qu'une même situation émotive vient à nous, elle n'aura que la manifestation de la répercussion par automatisme de sa présence sur nous. Et cela, le côté automatique instinctif de préservation,
nous ne pouvons pas le faire disparaître. C'est un mécanisme régulier qui est lié au cerveau reptilien. Mais à la suite de cette venue instantanée, on ne donne plus corps à cette manifestation et elle ne peut plus influencer sur notre état, car nous la considérons comme une influence extérieure qui ne cherche qu'à nous déstabiliser et nous affaiblir. Alors nous n'y répondrons tout simplement plus. Mais avant d'arriver à cela, il faut la vivre intensément, aller jusqu'au bout de nous-mêmes et de la laisser nous envahir jusqu'au point de rupture. Une fois qu'on a entièrement intégré cette émotion en nous, qu'on ne la voit plus comme une souffrance mais comme un point d'appui à notre stabilité intérieure, après son développement et le regard différent qu'on lui attribue, elle peut être apaisée et lissée. L'émotionnel impassible est donc le fait de recevoir l'émotion, de la laisser se manifester en nous, de l'observer et de la comprendre, d'apprécier ce qu'elle cherche à induire sur nous, de ne plus y répondre par des torsions internes et de n'en donner aucune importance. Ainsi fait, au bout d'un temps, la personne ne réagit plus, elle sait adopter une stature stoïque sans pour autant être vide d'émotion. La valeur de l'émotion. Il faut comprendre que l'émotionnel est très utile. Il est d'une importance capitale pour nous dans nos expériences, mais il a tellement été accentué et altéré dans les ondes de fréquences très très basses qu'il est devenu une arme qui agit contre nous. L'émotionnel est un outil de base pour le corps humain, pour se développer et pour partager, pour communiquer et pour formuler des choses en nous. Et il y a tellement eu des dégradations de ce système-là qu'il sert beaucoup plus à maintenir les gens dans cette espèce de circuit infernal du trouble, dans ces espèces de pressions physiques et émotionnelles qui mettent à mal l'être, qu'on pourrait presque oublier qu'il est certaines fois agréable de les voir se manifester. Et c'est aussi ce qui nous a amené une forte amnésie, qui a poussé l'être à ne pas voir que cet outil était là pour nous servir et transmuter les possibles troubles en nous. Une fois que l'on a transcendé les émotions, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Être dans l'émotionnel impassible ne veut pas non plus dire ne plus ressentir les émotions, les occulter ou les rejeter. Cela veut dire qu'on a toujours ces mêmes émotions qui viennent. Ce ne peut être autrement, ça revient toujours en permanence, mais c'est qu'alors elles ne peuvent plus causer de troubles en nous, aucune douleur ne peut les accompagner. Ainsi nous les voyons revenir dans nos vies, et nous les observons encore, tout en étant en confort durant leur venue. Et on ne fait alors que les regarder passer, sans y être attaché. On reconnaît la signature vibratoire de l'émotion qui passe, et on peut se rendre compte que cela nous ramène à une sorte de flashback, qui nous montre les états altérés dans lesquels nous pouvions être auparavant, lorsque nous étions soumis à leurs forces perturbatrices. On ne se laisse plus avoir. C'est comme si nous étions en train de faire un parcours, une randonnée ou une piste de ski, une descente à vélo dans une forêt ou une virée en kayak dans un torrent. Dans les premiers passages, il y aura quelques endroits que nous aurons du mal à franchir, ou encore des endroits où nous aurons subi des chutes plus ou moins désastreuses. À plusieurs reprises sur ces mêmes passages, on sent que cela est délicat, et on rechute ou on essaie de se maintenir stable. À force de persévérance, on se rend bien compte que c'est une épreuve déterminante pour nous. Et au bout d'un moment, soit on continue à être en résistance et à éprouver les mêmes difficultés, soit on commence à avoir plus d'aisance, et on finit par prendre de l'assurance et ne plus chuter. Cela devient plus confortable pour nous. Alors on aura deux choix qui se présentent à nous. Soit esquiver les endroits qui nous semblent compliqués et insurmontables, soit on foncera en plein dedans, quitte à chuter de nombreuses fois, afin d'enfin pouvoir les surmonter et trouver une belle aisance à les franchir par la suite. Nous pouvons esquiver ces parcelles difficiles de temps à autre, lorsque l'on sent que l'on n'est pas adapté, qu'on ne se sent pas en forme et que l'énergie n'est pas assez présente en nous, lorsqu'on est trop endormi ou trop affaibli en fin de journée, ou encore lorsque les circonstances ne sont pas adaptées pour nous permettre de prendre la chose avec discernement.
Mais lorsque nous sommes en pleine possession de nos moyens, alors il nous est primordial d'aller de l'avant. La vie nous montre juste comment on doit s'adapter par rapport aux circonstances, autant de ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. S'il y a une forme conflictuelle par rapport à une situation, que ce soit la déroute d'un passage pendant un exercice sportif, ou que ce soit une confrontation avec une personne dans la rue, ou que ce soit une tension d'un sentiment passé, que ce soit n'importe quoi, à chaque fois, c'est exactement le même combat. C'est un combat avec nous-mêmes, avec nos propres valeurs personnelles. Quand on se revalorise, une chose qui est également importante dans ce cheminement, car lorsqu'on est souvent en train de se dire « je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur », rien que le fait de dire ces choses nous impose à nous-mêmes des énergies de blocage, des barrières qui deviennent infranchissables tant que nous ne changeons pas de point de vue. Cette action alors est un dépassement de soi-même, un dépassement de nos propres forces et barrières. La force que l'on équilibre en nous, ceci nous appartient. Nous n'avons pas besoin de faire en sorte que les autres le perçoivent. Ça nous appartient. Les personnes extérieures à nous ne verront pas ce qui s'anime réellement en nous. Ils peuvent nous prétendre être de faibles personnes ou le contraire, mais en finalité, il n'y a que nous qui savons les positions que nous avons face aux choses et aux situations diverses de la vie. C'est seulement à l'instant où on se retrouvera en état d'exposition à exercer la force de maintien qui est en nous, face aux autres, qu'ils auront l'occasion de se rendre compte de la stabilité que nous adoptons face à une situation. Ainsi, seule la position adoptée et nos réactions montreront aux gens ce que nous sommes réellement. Ils n'auront plus d'autre choix que d'accepter que nous ne sommes pas ce qu'ils avaient pu songer que nous soyons. Certes, il y aura toujours des esprits négatifs et malades, déroutés par le petit démon qui les habite, les poussant à nier l'évidence, ou à chercher à nous désorienter, ou nous donner une forme dégradante que nous ne sommes pas. Mais c'est à cet instant précis qu'il convient de rester humble et sûr de ce que nous sommes et de ne pas nous laisser manipuler par le jeu de prédation qui prend place devant nous, par cette manipulation perfide que ces personnes exerceraient. Il est de nature évidente que si l'on regarde une personne sur un aspect extérieur, il est impossible de savoir ce qui se trouve en elle, que cela puisse déterminer sa force, sa volonté ou sa faiblesse, comme bien entendu les degrés et les variations qu'induisent l'émotionnel en elle. Dans la majorité des cas, la personne elle-même n'est pas réellement en mesure de pouvoir déterminer ou quantifier le degré que cela vaut, ou de donner une valeur à ce qu'elle ressent en elle. Ces ondes sont tout simplement des fréquences d'énergie qu'on ne peut évaluer avec les simples notions que nous possédons, qui manquent cruellement d'une vision et d'une perception claire de cela. Lorsque les flux se manifestent en nous, il est nécessaire de se mettre en anticipation. La douleur vient et prend place en nous. Nous savons ce qui va advenir, car toutes les traces émotionnelles s'inscrivent dans ce qu'on appelle le corps émotionnel, et ainsi l'ensemble du corps de l'être reçoit l'information sur tout ce qui entoure la manifestation et le phénomène qu'induit une émotion en nous. L'émotion prend la forme d'une empreinte dans ce corps, mais cette empreinte, nous pouvons la diluer et la rendre translucide. Quand nous sentons alors qu'une émotion va arriver ou qu'elle monte, en se mettant dans un état d'observation, on laisse le corps recevoir cela et on l'abandonne entièrement à cela, avec toutes les réactions qui adviennent devant la venue de cette émotion. Et nous savons que même la douleur que cela fait naître en nous ne nous appartient pas, et on s'extériorise de tout ça, en comprenant que ça ne nous appartient pas, que ce n'est pas nous. Forcément, il y a un mécanisme qui se juxtapose à cela. L'ego manifeste une forme de trouble vis-à-vis de la posture que nous essayons d'adopter. Il ne se sent pas bien face à cela, car il est dans la crainte de tous ces phénomènes qui accompagnent l'émotion et sa force. Ça lui donne un sentiment de perte de stabilité intérieure, de perte de contrôle, de perte de lui-même, et c'est la projection de la personnalité, le conditionnement inscrit en nous qui nous fait croire que notre corps c'est tout pour nous,
et que sa perte est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est une forme de préservation animale alors qui se dessine en l'être au travers de l'ego qui craint sa perte. Il se sent en perdition et nous pousse à nous sentir mal, alors qu'au contraire il nous est profitable de lâcher prise sur l'ensemble de ce qui vient. Le moi, ce que je représente, l'aspect que j'ai et que je dégage, mon visage, mon corps, ma beauté, la valeur que j'ai mise sur ce que je suis ou sur ce que je pense être dans ce corps, le sentiment de moi, toutes ces choses mettent une valeur qui pousse l'ego à préserver cela, car il ne connaît que ça, et qu'au-delà du corps de matière c'est le vide, et que ce vide fait peur. Abandonner tout ça est une grande difficulté pour la personne. Et c'est pourtant ce qui permet à l'être de pouvoir se révéler et dépasser les troubles de l'émotionnel. Lorsque l'on s'abandonne, lorsque l'on se détache de la personne, de ce que l'on pense être dans la matière, alors on libère notre conscience de cette obligation de conditionnement qui nous pousse à croire que nous devons nous agripper à ce corps et à tout ce qui se manifeste en lui, et bien évidemment également aux douleurs qui s'y matérialisent. On abandonne la forme, on laisse cela vivre sans croire que ça nous appartient. On lâche prise sur la forme. En s'extériorisant entièrement de notre corps et de la personne, de tout son aspect, de tout ce qui émane de nous, nous percevons qu'on revient vers la conscience de ce que nous sommes au-delà de ce corps, et de fait, même si le corps venait à dépérir ou disparaître, cela n'aurait plus d'importance. Mais ce sentiment-ci et l'intégration de cela est un aboutissement de la résilience sur les émotions. Une fois que nous avons atteint les degrés les plus hauts et les plus troublants des émotions, comme la peur et la mort par exemple, c'est qu'alors nous avons compris que la vie, l'existence se situait bien au-delà de ce simple corps, et que sa perte n'est que la continuité de ce que nous sommes, dans un autre état et un autre aspect. Ce qui a peur, ce n'est pas nous, c'est l'ego en nous qui craint de perdre ce qu'il est, à travers la personne et les multiples personnalités qu'il s'est créées au fil du temps. C'est juste un modèle d'expérimentation qui se situe dans la matière. Nous nous identifions à cette chose-là, à travers l'ego et son mécanisme, à travers les automatismes qui le régissent, mais nous ne sommes pas cette chose-là, ou plutôt, nous sommes bien plus que cela. À partir du moment où on s'extériorise de cette chose, nous comprenons avec évidence que toutes les souffrances qui se manifestent dedans ne nous appartiennent pas. On le sent, on le vit, mais ce ne sont que des phénomènes qui interviennent pour nous ramener à cela, à cette réalité et à cette vérité. La conscience accompagnée par l'énergie d'amour altérée pour expérimenter, c'est ce qui est d'utilité pour nous ramener à cette conscience-là, celle de pouvoir déterminer et concevoir que l'on doit dépasser ces notions simplistes et ces croyances que nous ne sommes qu'une personne dans un corps de matière. Toutes les douleurs intervenant de par l'émotionnel sont d'utilité de nous pousser à revenir à l'énergie d'amour primordial, celle qui est allégée et en harmonie avec toute l'existence et tout le créé. C'est un retour à l'énergie primordiale et subtile qui se manifeste en toute chose. Quand on se retrouve confortablement déposé dans cette énergie d'amour qui nous stabilise, alors on ne peut plus se considérer par rapport aux douleurs qui viennent à nous, et on dépasse alors ces phénomènes pour passer un cap. La chose la plus importante dans cette résolution des émotions, dans cette résilience, est de rester au présent, de garder un point d'appui constant dans l'instant présent et de faire en sorte d'éviter de faire des retours sur le passé et de rester attaché à des choses s'y afférentes. Les émotions sont tributaires des événements passés la plupart du temps, si nous ne pourrions pas même dire que c'est tout le temps. Plus nous restons accrochés au passé, plus nous gardons un lien étroit avec l'ensemble du phénomène émotionnel, et moins nous nous accordons l'opportunité de pouvoir le dépasser. En cela, on accorde une importance plus que nécessaire à tout ce qui englobe le phénomène, et on maintient une valeur en nous qui détermine qu'on restera emprisonné avec l'émotionnel lié au passé, et les douleurs qui l'accompagnent.
Bien sûr, avant de pouvoir sortir de ce schéma qui nous ramène toujours aux souvenirs du passé, avec les troubles qui l'accompagnent, il faut y mettre la volonté et la force de dépasser cette résurgence, en étant déterminé et prêt à clarifier tout ce qui accompagne ce phénomène. Sinon nous n'en sortirons jamais. La résilience est une étape ardue qui demande une volonté de faire et une bonne maîtrise de soi pour l'acter. Le détachement est encore un des outils les plus importants pour la réalisation d'une telle œuvre. Il est déterminant pour nous de passer à une étape, celle de lâcher prise sur des choses qui ne pourront jamais être modifiées. Le passé ne pourra jamais changer, il restera tel quel. Ce n'est pas en s'y accrochant qu'on résout les choses, mais bien au contraire en n'y accordant plus aucune importance. Alcial. C'est quelque chose qui se trouve en de multiples choses ou de multiples formes dans un état altéré, dissocié et transformé. La force alciale du cœur. La force sous-jacente de l'émotion vient de l'énergie de la puissance du cœur. Une fois que l'on a équilibré cette force en soi, alors on peut l'utiliser avec vigueur et justesse d'esprit, car elle ne nourrit plus alors la fougue de la folie, imprégnée par la source désastreuse de l'impulsion des émotions pour alimenter la rage et la haine. Une fois que cette source d'énergie est convenablement canalisée et défalquée de ces troubles qui l'animent, alors elle devient une force vertigineuse qui peut nous aider à déplacer des montagnes et à adopter une posture de sagesse et de grâce dans les mouvements de la vie, sans que cette force ne vienne se projeter avec dommage sur tout ce qui nous entoure. Elle anime alors en nous cette liqueur de force de vie qui nous maintient dans l'acte juste et réfléchi. Et cette réflexion n'est pas l'objet du mental, mais la souche de l'intelligence du cœur, car c'est d'ici que cette force tient sa source. L'émotionnel est utile, mais avant de s'en servir correctement, il faut le rendre neutre. Pour le rendre neutre, il faut détruire ce qu'il est en tant qu'élément perturbateur, pour ensuite le réanimer avec l'or du cœur. Ça part du même principe que la mort de l'ego. On tue le petit soi, l'ego, pour ensuite le faire réanimer en nous, pour qu'il devienne un compagnon et non plus un perturbateur. Différence entre la transmutation et la transcendance. La transmutation est un procédé alchimique dans le corps qui modifie la nature d'un élément ou de plusieurs mélangés en une résolution qui donne une autre substance qui participe pour nourrir l'être ou à lui servir pour quelque chose. Donc ça reste une nature utile dans les plans matériels, mais aussi dans les plans subtils dans certains cas. Transcender, c'est un dépassement, mais ça fait partie de la fin de la résolution d'une transmutation profonde. On en revient aux éléments transmutés. Après que la solution finale ait pu être utilisée ou contemplée, agrémentée par des sentiments, des volontés ou des visions d'une forme globalisée de ce qu'est la nature de l'existence et de son rôle dans cette existence, et dans d'autres plans parallèles, alors cette solution finale peut être transcendée, c'est-à-dire qu'elle a atteint le point de résolution finale. Le feu du cœur transcende cela. C'est ce qu'on peut aussi appeler le feu cosmique. Une fois tout cela brûlé, il n'est plus nécessaire de le garder en soi, il ne reste que la mémoire du passage et du déroulement de l'alchimisation d'une ou de plusieurs choses associées. On peut imaginer cela avec une émotion. Elle se présente, cause des troubles. Alors on sait qu'il faut la dépasser. On fait en sorte de l'observer dès qu'elle arrive et de voir tout ce qui organise sa venue. On va chercher et puiser au plus profond de nous pour voir ce qu'elle peut atteindre et où se taire toutes ces parties qui s'accrochent sévèrement à nous afin de garder une trace de tous ces cheminements qu'elle opère en nous et de comprendre ce qui se met en mouvement lorsqu'elle advient pour essayer de renaître à un moment dans notre vie, pour persister comme une perturbation en notre intérieur. La transmuter, c'est alors cette recherche, car dans cette recherche, on élabore un plan d'action pour rechercher toutes ces traces et les formules de sa venue.
Dans cet acte, on commence à comprendre quel mécanisme fait qu'elle vient et qu'est-ce qui est lié à ce mécanisme. Plus on l'observe, plus on la laisse nous envahir dans cette observation, quitte à pleurer fortement ou à nous mettre en rage, on prend consciencieusement du recul après avoir craché ce qui perturbe et on l'accueille en nous, en assimilant que rien n'est grave dans sa venue, sa nature ou la nature de ce qui l'a fait naître. Tout ceci fait partie alors du procédé alchimique de transmutation. En condensé et en très brèves explications. Au bout d'un moment, dès que des situations qui faisaient venir cette émotion arrivent, et qu'on voit qu'alors elle a de moins en moins d'emprise sur nous, on commence à comprendre qu'elle se dissipe dans son mode de distorsion et de perturbation qu'elle faisait naître en nous. Une fois qu'on s'aperçoit qu'elle pourrait se manifester, car d'habitude lorsqu'une chose qui lui est liée advient, et qu'alors cela la fait manifester en nous, et que, tout à coup, on se rend compte qu'elle ne vient plus montrer sa présence, alors c'est le début de la transcendance. À ce moment, on sait qu'elle peut être transcendée et ne plus nous atteindre. Pour la transcender, c'est tout dans le cœur. Son souvenir dans une situation nous amène à la ramener au cœur, à l'accueillir et lui donner de l'amour, de la compassion, et la remercier de nous avoir fait profiter de sa venue pour pouvoir passer une étape de cette initiation de vie. Plus tard, elle peut se représenter. Lorsqu'elle se représente, c'est comme un test permanent d'évaluation, nous permettant de voir par nous-mêmes si nous ne nous sommes pas illusionnés, à nous faire croire à nous-mêmes que nous avons franchi cette étape avec brio. Cela nous permet alors soit de valider que le travail de la transcendance s'est passé convenablement, et que nous avons atteint la maîtrise sur cette séquence, ou soit, si on sent que cela nous procure encore quelques troubles, qu'il faut alors retourner en arrière et recommencer le procédé de transmutation pour revenir après à la transcendance. C'est pour cela qu'on dit que le chemin est très difficile et délicat, car toujours il faut rester vigilant avec nous-mêmes et être un travailleur assidu. La voie du juste est en lame de rasoir, et la porte est comme le chat de l'aiguille. Sagacité, droiture, humilité et beaucoup d'amour véritable. C'est très simple, mais si compliqué dans sa nature. C'est l'alchimie. Ça a toujours été tordu pour l'esprit ou le mental, mais limpide pour la nature réelle des choses. Tout ce processus est présenté pour une seule émotion, et nous savons que nous en avons bien d'autres encore inscrites en nous. Elles sont imprégnées dans nos vies par des codes de maintien se référant à la génération, aux legs des multiples incarnations et aussi aux programmes qui nous sont inculqués tout au long de nos vies. Peur de la mort, peur et crainte du décès d'une personne aimée, douleur dans l'appréciation de la possible venue d'un trouble dommageable pour nous-mêmes ou pour autrui, crainte de la vision des autres sur nous-mêmes, crainte de se mettre en évidence devant une foule de regards. Il y a énormément de troubles émotionnels et de sentiments qui nous créent des blocages, et ces blocages nous les créons nous-mêmes, et surtout nous les nourrissons avec des croyances et le maintien de nos frayeurs, qui favorisent la permanence du mouvement de nos émotions au quotidien. L'émotionnel impassible advient lorsque nous avons réellement atteint la transcendance sur une émotion qui avait au préalable confortablement installé son fief en nous. Et alors, après avoir œuvré avec détermination sur tout ce qui avait ouvert des brèches dans nos parties sensibles, nous nous retrouvons dans le confort d'avoir dépassé un niveau et surtout de pouvoir voir revenir chacune de nos émotions troublantes dans ce test permanent d'évaluation de leur résolution totale, car cela nous met en joie et nous maintient confortablement positionnés face à cela. Imprégnation des traces de la vie. Les traces du passé, ou même des vies antérieures, peuvent sembler indélébiles, infâmes et impossibles à diluer dans le courant de la vie. Malgré toute bonne volonté, elles nous collent à la peau, l'air de nous faire comprendre qu'on ne pourrait s'en défaire. Nous ne pouvons pas refuser ces choses. En fait,
nous devons voir cela comme une chance, celle de les voir s'inviter encore dans nos esprits et nos émotions et de les comprendre. La chance de pouvoir clarifier tout cela en soi. Il nous est nécessaire d'observer toutes ces choses en profondeur et de réaliser tous les impacts qu'elles sont capables d'engendrer sur tout l'ensemble de ce qui nous entoure et nous constitue. Ensuite, il nous faudra savoir accepter cela, tout, peu importe la forme. Pour suivre, il nous sera primordial, de grâce, de pardonner tout cela, de comprendre quelles étaient les réelles utilités de toutes ces manifestations. Enfin, il nous sera demandé de transcender tout cela en soi et de faire fondre toutes ces turbulences dans notre cœur, apprécier et accepter cela avec amour. Lorsque nous aurons atteint cet état peu aisé à accomplir, car oui, la difficulté est de mise dans un tel cheminement, alors nous ne serons plus jamais ce que nous avons pu être par le passé. Et rien, plus rien de ce qui fut ne pourra nous atteindre, plus aucune émotion perturbatrice ne pourra nous envahir et nous troubler, même l'espace d'un instant. Nous aurons atteint la conséquence de l'émotionnel impassible. Nous observerons, apprendrons, comprendrons, assimilerons et ressentirons les choses, mais sans qu'elles ne puissent éprouver un quelconque impact sur nous. Une fois tous nos problèmes n'en étant plus, nous renaîtrons de nouveau et nous entamerons alors un chemin vers la voie du juste et vers l'amour véritable. Tout notre passé ne sera plus que de vieilles feuilles mortes ou des failles consumées dans un brasier, qui auront été la création de notre propre volonté créatrice déroutée dans une période de notre vie. C'est ce renouveau alors qui nous mènera vers la vertu et vers l'harmonie des éléments en soi. Une fois que nous aurons dépassé les pouvoirs de la dualité, de la peur, de la possession, de la souffrance, alors nous serons des êtres révélés et régulés, prêts à atteindre des niveaux vibratoires dont nous n'avons même pas idée. Résurgence de la pensée dans la négation. Souvent, il nous revient des pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Cela fait alors logiquement une répercussion instantanée sur le sentiment en nous, qu'il soit dirigé envers nous ou envers autre chose, ce qui a pour effet d'inviter des émotions avec cette venue. En cela, il ne faut pas rester intégré à ces flux de distorsion. Ceux-ci ne viennent que pour faire en sorte d'essayer de réalimenter cette même pensée négative que nous avions pu cultiver par le passé, ou qui a toujours essayé de venir nous pousser à l'intégrer dans notre sentiment d'une chose, d'une situation, de nous-mêmes ou encore d'une personne. Il faut bien comprendre que ce phénomène reviendra toujours percuter l'esprit et la pensée humaine pour faire réagir l'être et le ramener à un état de déstabilisation. Ceci se réfère à ce qui fut exprimé plus haut par le retour permanent qui nous permet de déterminer le fruit de notre travail, dans la compréhension que ces retours ne servent que de tests, de base de repères, nous donnant la possibilité de voir et d'apprécier notre position et surtout notre stabilité face à ce retour. Jamais personne ne pourra faire disparaître les traces du passé dans les mémoires de sa psyché. Rien n'est en mesure de pouvoir faire disparaître ces mémoires, si ce n'est dans des cas d'accidents violents entraînant des amnésies profondes. Mais personne ne pourrait conseiller à quiconque de passer par un accident violent pour espérer perdre une ou plusieurs mémoires du passé beaucoup trop perturbants. Il est certes évident que certaines personnes seraient favorables à cela, étant donné la douleur qui s'anime en eux et la difficulté qu'elles peuvent éprouver tout au long de leur vie, au travers de nombreux chocs qu'elles auront pu avoir à subir dans leurs existences. C'est pour cette raison que la résilience à faire sur soi est importante également. Si la personne s'en donne les moyens, se donne la possibilité de sortir de ce cercle infernal du retour et de la résurgence des modèles de perturbation, de ce qui s'est infiltré en elle durant toute sa vie, alors elle connaîtra le bonheur et la joie d'avoir passé cette étape grâce à sa propre volonté.
Et c'est dans cet acte qu'elle sera en mesure de se fortifier elle-même et de devenir plus forte et apte à affronter les plus grands chocs de la vie, sans être affectée par les émotions les plus tordues et dommageables. La fierté est aussi bien une prétention qu'une valeur personnelle. Il est bien évident qu'il ne faut pas s'enorgueillir d'avoir une position bien plus raisonnable par rapport à ceux qui se trouveraient encore dans le trouble perpétuel des émotions. Nous avons un devoir de retenue en cela vis-à-vis des autres, dans le sens où il est bien plus profitable de ne pas se mettre en comparaison, mais de plutôt leur donner des points de repère qui furent les nôtres, ceux nous ayant permis d'être confortablement établis face au choc de la vie. Si nous sommes en fierté, cela sera toujours ressenti comme quelque chose de réfractaire. Ce ressenti fera naître le sentiment duel dans la personne et une impression de supériorité et d'infériorité. De fait, si on exprime la chose, on invite ce sentiment dans la relation. La fierté est une valeur qui prend une forme dans le sentiment de l'orgueil et place alors la personne dans une position qui ne lui est pas adaptée, lorsqu'elle peut prétendre être arrivée à une posture d'émotionnel impassible et apte à rester stoïque et alerte en toute situation. Il n'est pas interdit d'être fier en soi, fier de la position que nous avons réussi à adopter pour nous-mêmes, et de sentir la joie nous animer lorsque l'on constate que nous sommes confortablement dans nos émotions, et que nous constatons également qu'elles deviennent des outils formidables nous permettant de nous élever et de nous faire grandir. Ce sentiment de fierté doit nous être que personnel. C'est une gratification en soi, la réjouissance de nous regarder ainsi établis, dans cette caractéristique nouvelle qui nous est propre. C'est en cela qu'on intègre alors l'humilité et la pertinence de garder pour soi la chose et de ne pas chercher à se donner une image de marque, de se mettre en avant, poussant l'autre à se sentir démuni par rapport à nous. Crise de saturation. La plupart du temps, lorsque nous sommes encore en prise aux émotions troubles, nous arrivons à un stade où cela devient de moins en moins supportable. Beaucoup font en sorte d'essayer de relativiser, ou de passer à autre chose, ou encore d'encaisser le choc sans trop se plaindre. Mais il y a des cas où la pression qu'engendre la venue d'une émotion forte devient tellement insupportable que le corps s'affaiblit et entraîne avec lui la perte de contrôle en nous. Un corps qui n'est plus capable de supporter une tension extérieure ou intérieure finit par tellement s'affaiblir qu'il en devient totalement impossible de pouvoir en reprendre le contrôle. L'être peut tout de même essayer de résister à cette perte de contrôle dans une forme d'extériorisation. Mais la plupart du temps, ce qui advient dans le corps est tellement oppressant que la personne ne se sent plus la force, et alors elle se laisse aller dans l'abandon. Ceci engendre une crise de situation qui entraîne à une perte totale de contrôle. Les larmes coulent, le goût amer se manifeste dans la bouche, le goût de la vie s'amoindrit, et ce phénomène engendre alors des choix qui sont le fruit de cette déstabilisation généralisée. Cette crise de situation peut pousser l'être au désir de la perdition de sa personne, dans un abandon le plus total. Ne trouvant pas d'aide convenable pour lui à l'extérieur, il considère alors que personne n'est en mesure de pouvoir l'aider. Il considère alors qu'il est seul et abandonné dans ses troubles et ses douleurs. Il ne comprend pas que c'est à lui de relever la tête pour dépasser les tensions qui s'animent en lui. Si personne n'est capable de lui faire comprendre cela, alors il continuera à croire que c'est hors de lui qu'il peut trouver une solution à son problème. N'en trouvant pas alors, ne trouvant personne, se sentant tellement délaissé, il finira par se projeter dans une forme de vie qui dégradera sa personne. Dans la volonté de l'oubli de tous ces sentiments infernaux qui le traversent,
il pensera pouvoir trouver refuge dans l'alcool ou dans la drogue. Cela pourra l'amener à la folie, à se positionner dans une forme de psychopathie qui commencera à se nourrir de sa dégradation. Cet élan dégradant lui ouvrira des portes vers la confrontation avec l'extérieur, à combattre les autres et à en être dégoûté. Cela pourra passer par des bagarres qui sont le résultat de ses propres conflits internes avec lui-même. Ou alors, s'il se sent trop faible et incapable d'agir de la sorte, il s'enverra dans une projection de désir de mort, qu'il espérerait s'infliger à lui-même, si bien sûr il pouvait en trouver la force. Certains passent par des phases qui les amènent à atteindre ces états de trouble, qui se trouvent à la limite du supportable, dans une crise de saturation interne que les autres ne vont pas forcément être capables de voir ou de comprendre. Alors tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que l'être tombe sur une parole stable et enrichissante, qui pourra lui redonner la conviction qu'il peut de par lui-même dépasser tout ça, même s'il a entièrement touché le fond. Bien évidemment, s'il prend cette opportunité au vol, s'engageant avec détermination dans son combat avec lui-même, lorsqu'il aura atteint des hauteurs pour observer cela avec une bien meilleure stabilité, et lui offrira le sentiment noble qu'il est prêt à surmonter n'importe quel trouble de l'existence, étant donné qu'il aura surmonté le gouffre infernal de sa décrépitude, dans les émotions troubles qui avaient pu causer sa perte. Le reflet de ce qu'est l'être, dans sa caractéristique et dans sa nature, dans son essence, ne peut que se référer à ses actions et à ce qu'il exprime, et ce qu'il est réellement ne peut être déterminé au regard des autres. S'il gémit et se plaint continuellement, on ne voit que sa nature de victime, qui se dégrade et invite la désolation en lui. Il en va de même s'il prolifère toujours des mots ou des pensées négatives sur tout ce qui l'entoure, ou s'il se plaint continuellement de ses propres maux. Il invite alors le rejet, autant de lui-même que de celui qui l'engagera sur les autres. Celui qui, au contraire, relativise les mouvements de la vie, offre de lui-même sans ne chercher de retour, se comporte d'une telle manière que les personnes l'observant peuvent le percevoir comme quelqu'un de détaché et étrangement joyeux, celui-là alors ne pourra plus cultiver de trouble en lui, étant donné qu'il aura fait table rase des mouvements distordus qui pouvaient s'inviter dans ses pensées. C'est en cela que l'on comprend ce que l'on peut inviter en nous comme nature, comme comportement et comme réaction. Soit nous cultivons les torsions en nous, soit nous apaisons notre intérieur. C'est à chacun de faire ses propres choix. Nul autre que la personne ne peut choisir pour elle-même la voie qui lui semble la plus profitable. On abandonne la lutte. On n'oppose plus de résistance intérieure, on vit simplement. Conscience positionnelle et situationnelle, courant d'énergie. Il est des états où nous sommes dans l'incertitude de ce qui se manifeste en nous et autour de nous. Nous aimerions savoir si notre pressenti pourrait nous accorder une étincelle, nous permettant de pouvoir concevoir et même de comprendre ce qui s'intègre en nous. Lorsqu'un frisson nous traverse, concernant une autre personne, que cela nous semble déstabilisant ou non, dans un sens qui pourrait nous amoindrir ou nous faire palpiter, nous cherchons à comprendre cette manifestation en nous. Mais généralement, on ne trouve guère de solution de résolution à cette énigme. C'est une chose que trop délicate, qu'on a de cesse de se revisionner dans notre esprit de réflexion. Il y a des manifestations internes qui ne sembleraient pas demander que l'on en recherche la nature réelle, car, même si nous pouvons émettre des perceptions assez fines de la chose, il n'en reste pas moins que nous restons bloqués sur des mesures qui sont propres à notre compréhension suivant notre état personnel. Compréhension qui, de plus, ne peut être partagée
étant donné que tout à chacun a sa propre perception des choses, suivant sa structure d'éveil personnel, son cadre d'appréciation basé sur une morale et en vue de son état vibratoire. Ainsi, l'on ne fait que retranscrire cette manifestation avec les colorations que l'on peut se permettre d'y intégrer, afin de s'en donner une forme mentalisable, nous permettant de mieux comprendre les raisons qui, pour nous, font que cet événement vient à s'intégrer à cet instant dans le parcours de nos vies. C'est une logique digitale de l'être humain de donner raison aux manifestations qui le traversent, mais ce n'est que brève formule, une lecture dont les mots seraient écorchés. Car l'imperceptible l'est par définition, et vouloir lui donner forme, c'est déjà essayer d'en changer la nature, et alors de lui donner des proportions moindres la plupart du temps. Lorsque cette étincelle de vie nous traverse, nous prétendons qu'elle advient pour nous faire comprendre qu'une autre personne serait peut-être en corrélation émotionnelle avec nous, nous donnant à penser qu'elle serait sûrement la personne idéale pour une relation de couple, dans notre pensée personnelle, car dans l'esprit de l'autre ne se manifeste pas forcément cette même pensée. Alors on se laisse à croire que cette énergie grandissante ne peut être que cela, qu'elle se manifeste sûrement, et de manière déterminée et certaine en nous, pour que l'on imagine que c'est cette volonté qu'elle veut prendre en nous. Cette volonté d'engendrer l'attirance dans un sentiment d'amour. Mais, dans certains cas, on peut vite se rendre compte, avec une longue période de vécu, qu'en fait elle n'était intervenue, cette énergie créatrice et perturbatrice, que pour nous faire découvrir la face cachée d'une réalité de nous-mêmes, nous faire comprendre que nous serions encore en train de nous égarer de la formule qu'elle faisait résonner en nous. Nous sommes, tous en grande partie, enclins à éprouver des difficultés à comprendre toute cette danse vibrale qui nous entoure et nous déstabilise. Mais nous devons comprendre que ce qui est à vivre, en ceci, c'est de savoir se laisser aller sans résistance lorsqu'elle se manifeste, car elle est celle qui nous gouverne. Et quand bien même nous soyons quelque peu rebelles vis-à-vis de cette forme d'exigence, nous pouvons comprendre que, si elle nous pousse à nous retrouver dans une certaine situation, ce n'est pas dans un désir de nous faire éprouver de la souffrance, mais plutôt de nous faire comprendre que l'on fait fausse route. Que les résistances que l'on impose à cette manifestation ne font qu'exercer en nous des distorsions que l'on crée alors nous-mêmes par refus de l'acceptation. Dès lors, il n'est pas bien compliqué de comprendre que l'on doit faire une pause et contempler ce qui s'offre à nous. Ce n'est ni plus ni moins qu'une annotation qui est censée nous faire réagir et nous faire prendre conscience de la position dans laquelle nous sommes, de comprendre et de prendre conscience de ce que nous sommes et de pourquoi l'on réagit à contresens de ce dont on devrait donner forme. La résolution alors est celle de laisser faire les choses sans pour autant se mettre dans des états seconds dommageables, mais dans une position de recul nous permettant de ne pas laisser le mental prendre le dessus, et de laisser ainsi sortir ses crocs de bêtes sauvages et réfractaires à toute situation contraire, invitant sur le devant de la scène sa morale égotique et égoïque propre. La sagesse est dans l'art de la contemplation, et cette contemplation est aussi bien à l'extérieur de nous, sur les êtres et les choses qui nous environnent, que sur la contemplation de nous-mêmes et de nos réactions. Mais également, cela nous est profitable dans la contemplation des manifestations qui résultent de nos comportements et qui font répercussion sur notre intériorité par les multiples retours émotionnels que l'on véhicule de manière aveugle bien souvent. Et c'est ainsi alors la contemplation par introspection en nous-mêmes afin de rasséréner notre être intérieur. Tout ceci, tout le monde est en mesure de le mettre en œuvre dans la forme de vie de son quotidien, tout en continuant le petit train de vie habituel, mais en ayant alors une retenue sur nos actes et nos comportements et leurs conséquences. En ayant surtout une vision très limpide sur cette force majestueuse qui nous gouverne, cette force d'amour qui régit nos vies, on entreprend alors de se permettre d'accepter qu'elle soit la maîtrise sur nous-mêmes et non pas nous sur elle. La laisser alors s'exprimer à travers nous avec légèreté de vie, laissant sa force lumineuse se projeter en nous et à l'extérieur de nous,
est la résolution la plus convenable que l'on puisse adopter. Et cette force n'est autre que l'amour véritable, à ne pas confondre bien évidemment avec l'amour sentimental de l'être, qui lui est souffrance dans les émotions et les sentiments. La sagesse du cœur nous dira quoi ?